Maintenant, les convertisseurs du continu vers l'alternatif, c'est l'inverse des redresseurs. On les appelle les onduleurs. Alors, c'est quoi un onduleur? Alors déjà, le symbole de l'onduleur, il est comme ça. Vous avez ici, c'est la source. Ici, c'est la charge. Vous avez une source qui est continue et une charge qui va être alimentée en alternatif. En bref, un onduleur autonome, on les appelle autonomes. Pourquoi? Parce qu'il y a des onduleurs qui ne sont pas autonomes. On va voir ça juste après. Alors, un onduleur autonome est un convertisseur statique. Il ne contient aucune partie qui est en mouvement. Ce n'est pas comme les convertisseurs dynamiques qui étaient auparavant, en branchant deux moteurs pour faire, ou bien un moteur générateur pour avoir la bonne source et la bonne sortie du courant. Alors, c'est un convertisseur statique. Il va convertir du continu vers l'alternatif. Il permet d'alimenter une charge en alternatif à partir d'une source continue. Bien sûr, on a vu déjà que dans certaines conditions des redresseurs commandés, ici on a l'exemple de redresseur PD2 à thyristor. Qu'est-ce qu'on a? Dans certaines conditions, en agissant sur le courant de gâchette, n'est-ce pas? En agissant sur le courant de gâchette, en le mettant supérieur, ou bien le alpha qui va être supérieur 90 degrés, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, regardez le graphe, la tension qui va être négative et le courant qui va garder le même sens. Une tension négative fois le courant positif, ça va vous donner une énergie qui est négative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre charge délivre de l'énergie vers la source. Et c'est l'inverse. Maintenant, c'est de l'alternative, ou bien c'est du continu, parce que c'est un redresseur, c'est des continus vers l'alternative. Et c'est pour cela qu'on l'appelle un onduleur non autonome. Bien sûr, dans certaines conditions, le redresseur permet de délivrer ou bien de transmettre l'énergie de la charge qui est maintenant, qui va se transformer comme étant une source continue vers l'alternative. Et comme ça, on va l'appeler un onduleur non autonome lorsque le alpha de notre redresseur est supérieur à 90 degrés dans le cas d'un redresseur PD2 à thyristor. Alors, les onduleurs sont utilisés principalement dans deux catégories d'appareils, généralement. Soit vous avez, ou bien vous aurez besoin d'une alimentation sans coupure. C'est très utilisé lorsque on veut alimenter, par exemple, des bureaux ou bien des locaux avec une alimentation en permanence, même s'il y a une coupure de l'électricité à partir des batteries. Et cela à partir d'une source continue constituée de batteries. La tension engendrée souvent d'amplitude et de fréquence fixe. Ça veut dire on va avoir des batteries qui sont associées à un onduleur, qui sont associées à la charge. Dans le cas des coupures d'électricité, ce sont les batteries qui vont continuer à délivrer l'énergie à nos charges. Et ça, c'est un exemple. Ou bien on peut les utiliser comme étant des variateurs de vitesse pour les machines à courant alternatif. Exemple, machine asynchrone, ou bien les machines synchrones, ou bien d'autres types de machines. Alors, comment on peut avoir ça? Tout simplement, vous aurez besoin d'un redresseur et d'un onduleur. Alors, les variateurs de vitesse pour les machines à courant alternatif, vous avez la source continue et retenue à partir de redressement. Vous pouvez avoir ici une source alternative. On a vu, ou bien vous avez déjà vu que
afin de varier la vitesse des machines synchrones ou bien des machines asynchrones, il faut agir sur la fréquence et non pas la tension. Alors, vous allez, votre source alternative, vous allez pouvoir la redresser à travers un redresseur alternatif continu. Vous pouvez faire un onduleur, c'est de continuer vers l'alternatif en agissant sur la fréquence d'alimentation. Ici, on peut changer bien sûr la fréquence d'alimentation afin d'alimenter votre moteur. Et c'est comme ça qu'on fait pour créer des variateurs de vitesse. Et vous avez déjà vu que les onduleurs jouent aussi un grand rôle en ce qui concerne la conversion du courant continu des panneaux solaires. Bien sûr, si vous avez des panneaux solaires, les panneaux solaires vont vous donner un courant qui est continu afin de l'injecter ou bien afin d'injecter l'énergie électrique dans le réseau national. Vous avez bien sûr les panneaux qui vont vous donner un courant continu afin d'alimenter par exemple des sources ou bien des charges qui fonctionnent en alternatif ou bien de brancher votre panneau photovoltaïque au réseau national. C'est quoi le réseau national? C'est le réseau de distribution électrique nationale. Bien sûr, le réseau de distribution électrique nationale fonctionne sur l'énergie alternative à une fréquence de 50 Hz. Vous devez régler votre onduleur d'une manière à ce qu'il va vous donner les mêmes paramètres du réseau afin de pouvoir les synchroniser et les injecter. Et ça, c'est un autre champ d'utilisation des onduleurs. Les onduleurs, ils ont plusieurs stratégies de commande et les stratégies de commande de l'onduleur dépendra de l'application envisagée. Et on se limitera dans notre cours de la commande pleine onde, ça on va le voir, et la commande MLI, ou bien on l'appelle la modulation de largeur d'impulsion, ou bien en anglais on l'appelle, vous avez déjà vu ça, Pulse Width Modulation, ou bien le PWM. Ici, c'est un exemple de branchement des panneaux photovoltaïques. Vous avez ici votre panneau. Ici, vous avez le réseau. Il va y avoir certains appareillages de protection, certains appareillages de comptage. Mais la partie la plus importante qui va faire le lien entre les deux, c'est votre onduleur qui est ici. Alors maintenant, avant de parler des onduleurs, il faut voir un peu les composants semi-conducteurs de puissance. Comme on a vu pour les anciens cours, les thyristors, les redresseurs et les hacheurs, il va y avoir certains composants à semi-conducteurs qui vont jouer le rôle des interrupteurs. Et il faut connaître les différents composants de semi-conducteurs qui sont utilisés en puissance. Bien sûr, en puissance, on utilise ces composants juste en deux états, bloqués ou conducteurs. Alors, les composants semi-conducteurs de puissance utilisés dans la conversion d'énergie électrique fonctionnent en général entre deux états de la manière d'un interrupteur. Bien sûr, il peut être soit bloqué, ça veut dire interrupteur ouvert, soit conducteur, interrupteur fermé. Alors, ce type de fonctionnement, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de minimiser l'énergie dissipée. Et en conséquence, lorsqu'on va minimiser l'énergie dissipée aux bornes ou bien par ces conducteurs, par ces composants, on va améliorer le rendement. Alors, les principaux composants d'électronique de puissance, ils sont, vous avez les diodes, vous avez les thyristors, vous avez les transistors bipolaires, et vous avez les transistors de type MOS et de type IGBT. On va voir bien sûr les détails
juste après. Et je vais vous envoyer un résumé qui contient le fonctionnement, ou bien le principe de fonctionnement de chaque semi-conducteur, ou bien chaque composant. Il y a, ou bien vous pouvez faire le choix entre ces 4 composants selon plusieurs critères. Vous avez le critère de tension d'utilisation, vous avez le critère de la fréquence d'utilisation, ainsi qu'il y a critère de puissance, etc. Alors, ce tableau vous montre la marge afin d'utiliser chaque conducteur. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que vous avez les thyristors et les transistors IGBT. Ils peuvent fonctionner, ou bien ils peuvent être utilisés pour les grandes valeurs de la tension. Mais pour les faibles valeurs de fréquence. Ainsi, vous avez le MOS, ou bien les transistors MOSFET, ils peuvent être utilisés pour les hautes valeurs de fréquence. Ça veut dire pour les hautes valeurs de commutation, ouverture, fermeture. Ça, c'est une fréquence d'utilisation. Et pour les faibles valeurs de tension. Bien sûr, vous devez rester très prudent lorsque vous désirez comparer les différents interrupteurs présentés précédemment. Et cela en se basant sur la puissance et la rapidité de commutation. Comme on a vu, vous avez le MOSFET. Il fonctionne sur les faibles puissances et il a bien sûr de très rapides commutations. Vous avez le bipolaire, ça c'est le transistor bipolaire. BP, c'est bipolaire. C'est moyen-moyen. Vous avez le GTO, il s'agit des thyristors, fort et pour les rapidités qui sont lentes. Et vous avez le transistor IGBT, fort et moyen. Ici, c'est un graphe qui résume les différents composants électroniques. Qu'est-ce que vous devez utiliser dans chaque cas? Par exemple, ici, regardez. Si vous avez une source continue, si vous avez une source à courant alternatif et vous voulez la transformer en une source de courant continu, vous devez utiliser des redresseurs qui sont à diode. N'est-ce pas? Parce que si vous utilisez des redresseurs à diode, c'est comme si vous utilisez un redresseur non commandé. Il a toujours une tension fixe. Alors ça, c'est un schéma qui résume les différents composants semi-conducteurs qui sont utilisés. Bien sûr, ils sont utilisés parce qu'ils sont les meilleurs à utiliser dans ces conditions. Et vous allez voir que pour transformer d'une source à courant continu, attention, fixe, vers une source à courant continu, à courant alternatif, vous allez avoir besoin d'une tension variable, une fréquence variable. On utilise ici les onduleurs autonomes. Et bien sûr, généralement, pour les onduleurs autonomes, on utilise en interrupteur soit les thyristors, soit les transistors IGBT. Très bien. Et les autres, on va les voir. Par exemple, ici, vous avez les hacheurs transistors, etc. Alors, c'est quoi le transistor IGBT? C'est un interrupteur de puissance utilisé dans un montage électronique de puissance. Il doit présenter, bien sûr, certaines caractéristiques. Généralement, les interrupteurs de puissance, ils doivent présenter certaines caractéristiques et qui sont une résistance faible à l'état fermé. Bien sûr, un composant électronique, il a deux états, l'état passant et l'état bloqué. Il doit présenter une résistance faible à l'état fermé, c'est cet état. Bien sûr, lorsqu'il est fermé, il doit avoir une résistance interne, bien sûr, qui est trop faible. Pourquoi? Pour ne pas faire une chute de tension à la charge. Supposons que là, vous avez votre charge.
S'il présente une résistance qui n'est pas faible, il va y avoir une chute de tension. Ainsi, la tension aux bornes de la charge ne sera pas égale à la tension aux bornes de la source. Il doit aussi présenter une résistance importante à l'ouverture. Ça veut dire lorsqu'il est ouvert, il va se comporter comme une résistance qui est égale à l'infini. Pourquoi? Pour ne pas passer le courant. Si la résistance elle est importante, on peut dire que le courant à l'ouverture est égal à 0. Il va y avoir une fréquence de commutation qui va être élevée et être facile à commander. Et tout cela, bien sûr, il nous ramène directement à l'utilisation des IGBT. Le type ou bien les transistors MOSFET et les transistors bipolaires ne permettent pas de profiter de ces caractéristiques qu'on vient de citer. Certainement, puisque le IGBT il contient toute cette caractéristique, il est plus sophistiqué que le MOSFET et le transistor bipolaire, il va être plus cher. Mais en revanche, il va être plus fiable et il va faire l'affaire afin de satisfaire ces 4 conditions. Essayons de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du transistor IGBT. Alors, ce composant, il est considéré comme le roi des applications pour les hautes fréquences, pour les hautes tensions, jusqu'aux 600 volts, et à moyenne fréquence de découpage jusqu'aux 20 kHz. Alors, le schéma de principe de ce composant et le schéma équivalent sont donnés par les figures suivantes. Regardez ça, c'est le symbole de transistor IGBT. Qu'est-ce qu'il contient? C'est l'association de 2 transistors, le MOSFET et le transistor bipolaire. Déjà, le transistor bipolaire, il est commandable par courant, c'est le courant IB. Rappelez bien que la différence, en bref, entre les différents transistors, c'est que le transistor bipolaire, il est commandable en courant. Si vous avez ici un courant IB différent de 0, il va laisser passer le courant du collecteur vers la source. Il va conduire. Si le courant IB il est égal à 0, aucun courant ne va circuler entre le collecteur et l'émetteur. Si vous vous rappelez bien, vous avez bien sûr le IB est égal à certain bêta fois le IC. Tandis que le transistor MOSFET il est commandable en tension. Si vous avez une tension VGS qui satisfait certaines conditions, vous allez avoir le courant qui circule entre le drain et la source. Ou bien, si vous avez une tension VGS qui est nulle, vous ne pouvez pas avoir bien sûr un courant ID qui va circuler. Ainsi, vous pouvez faire les deux états, passant ou bloqué. Maintenant, pour le type de transistor bipolaire, il peut supporter les hautes tensions et les fortes puissances. Et vous avez bien sûr l'avantage du MOSFET, c'est qu'il fonctionne pour les hautes fréquences. L'avantage du transistor bipolaire, c'est qu'il peut supporter les hautes puissances et tensions. Ici, lorsque vous allez associer les deux, vous allez bénéficier des avantages des deux. Il va être cher, mais certes, il va être cher, mais il va bien sûr faire l'affaire et bénéficier des deux avantages des deux transistors. Et qui sont travailler dans les hautes fréquences ainsi que dans des fréquences de découpage qui sont généralement moyennes, supérieures au transistor bipolaire et moins supérieures au MOSFET. Et généralement, ce sont les transistors IGBT qui sont utilisés pour les onduleurs. Alors maintenant, c'est quoi le principe de base des onduleurs? Bien sûr, afin d'avoir une sortie alternative à partir d'une source continue,
on sait que dans l'alternative, on aura besoin des deux choses. L'alternative monophasée et l'alternative triphasée. Maintenant, on va juste parler le principe, ou bien on va juste parler du principe de base en monophasé, ou bien ce sont des onduleurs autonomes monophasés. Alors, le principe de base consiste à faire quoi? Il consiste à connecter alternativement dans un sens puis dans l'autre une source continue. Ça veut dire, vous avez une source continue, ça c'est la source, et ça c'est la charge. Comment faire pour avoir une tension qui est alternative à partir d'une source continue? La solution, c'est connecter alternativement dans un sens puis dans un autre, ça veut dire inverser le branchement de la source continue afin de la rendre alternative, de manière à lui imposer une alimentation en courant ou en tension, parce qu'il existe des onduleurs de courant et des onduleurs de tension, afin de lui imposer une alimentation qui est alternative. Et vous avez bien sûr plusieurs structures qui sont possibles. Alors regardez ici. Ça c'est votre source continue. Ça c'est votre charge. Si on ferme par exemple le K1 et le K3, vous allez avoir ce circuit. Cela veut dire que le US va être égal à UE. Si maintenant, en revanche, on ferme le K2 et le K4 et on ouvre le K1 et le K3, vous allez avoir le US est égal à moins UE. Ainsi, si on continue de faire cette permutation en permanence, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que la tension de sortie va être égale à UE moins UE. UE et moins UE. Et cela va vous donner, bien sûr, une tension ou bien une alimentation qui est alternative, mais carrée. Mais bien sûr, elle est alternative. Elle va alterner. Ça, c'est le T, ou bien le temps. Alors, vous avez soit la solution d'utiliser un pont d'interrupteur électronique, on l'appelle le pont en H. Pourquoi? Parce que les interrupteurs, ils sont montés en H. Ici, regardez. Ça, on peut le simuler à la lettre alphabétique H. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser, l'avantage c'est quoi? C'est d'utiliser une seule source d'alimentation et vous devez avoir 4 interrupteurs qui vont être commandés. Soit vous avez un pont ou bien un demi-pont d'interrupteurs électroniques nécessitant 2 sources d'alimentation. Alors ici, vous avez la première source à courant continu ou bien tension continue, la deuxième source continue. Vous avez votre charge et vous allez avoir 2 interrupteurs. Ça, on l'appelle un demi-pont. Ou bien vous pouvez avoir une structure utilisant un transformateur à point milieu équivalente à 2 charges. Alors vous avez ici une seule source d'alimentation continue, 2 interrupteurs qui sont connectés à un transformateur à point milieu. Alors ces onduleurs ont l'avantage de n'utiliser que 2 interrupteurs, non pas comme le premier, bien sûr le pont d'interrupteur électronique. Mais il nécessite en échange un point milieu pour fournir une tension alternative à partir de la tension continue. Ce point milieu peut être obtenu soit avec un transformateur à point milieu, soit avec une source de tension
à point milieu qu'on vient de voir juste ici. Très bien. Essayons de voir maintenant pour un demi-pont d'interrupteur électronique qui nécessite deux sources d'alimentation. Alors, vous avez, si l'interrupteur K1, il est fermé, la tension de sortie au borne de la charge va être égale à UE. D'accord? Si celui-là, il est fermé, la tension ici va être égale à UE. Si l'interrupteur K2 est fermé, la tension de sortie va être égale à moins UE. Et comme ça, on va avoir UE moins UE. On va avoir une tension de sortie qui est alternative. Bien sûr, vous devez mettre, ou bien il faut que les interrupteurs K1 et K2 ne soient pas fermés en même temps, ni ouverts en même temps. Généralement, pour une charge inductive, ça on l'a déjà vu. Une charge inductive, elle ne peut pas supporter qu'elle soit ouverte. Et une charge, ou bien une source de tension, une source de courant ne peut pas supporter qu'elle soit ouverte. Et une source de courant ne peut pas supporter qu'elle soit ouverte. Et une source de tension ne peut pas supporter qu'elle soit fermée. Sinon, vous pouvez avoir du court-circuit. Ça, on l'appelle les règles d'interconnexion des sources. Dans ce cas, il faut veiller à ce que les K1 et le K2 ne soient pas ni fermés en même temps, ni ouverts en même temps pour une charge inductive. Lorsque la charge ici, elle est inductive, vous ne pouvez pas avoir en même temps les K1 et le K2 qui sont ouvertes. Mais pour une charge résistive, ce n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas avoir les K1 et les K2 fermés en même temps. Sinon, vous allez court-circuiter les deux sources de tension. Alors maintenant ici, c'est la structure utilisant un transformateur à point milieu équivalent à deux charges. Lorsque l'interrupteur K1, ici, il est fermé, vous allez avoir le U1 qui est là, est égal à quoi? Est égal à UE. Et on a bien sûr la relation entre le U1 et le US est égal à quoi? Est égal à 2E fois N2 sur N1. Bien sûr, ce n'est pas le E, c'est le UE. Ici. Et c'est le UE ici. Très bien. Et toujours, les interrupteurs ne doivent pas être fermés ou ouverts en même temps. Il existe deux types d'onduleurs. Vous avez l'onduleur, ça ce sont des généralités. Vous avez l'onduleur de tension et les onduleurs de courant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les onduleurs de tension. Ils nécessitent des interrupteurs électroniques bidirectionnels. On va voir pourquoi. La source continue d'alimentation, c'est la source de tension ou à capacité parallèle, bien sûr. Si vous avez la source, elle doit être une source de tension. C'est quoi une source de tension? C'est soit une source de tension, soit une source avec une capacité en parallèle. Ça, on les appelle les sources de tension. Essayez de voir la leçon des HE. Bien sûr, une source de tension, on la mentionne comme ça. Ça, c'est une source de tension. Ou bien vous pouvez avoir une source de courant avec une capacité en parallèle. Ça aussi, c'est une source de tension. Et la charge, bien sûr, alimentée, elle doit être alimentée en alternatif. La tension est imposée. Le courant dépend de la charge. Maintenant, pour l'onduleur de courant, vous devez avoir des interrupteurs unidirectionnels. Concernant la source continue, c'est une source continue ou bien inductance en série. Et pour la charge alimentaire en alternatif, vous allez avoir le courant est imposé.
la tension dépend de la charge. Bien sûr, lorsque vous avez une source de tension, toujours la tension elle est fixe et le courant il dépend de la charge. Lorsque vous avez une source de courant, ça veut dire que le courant va être fixe et la tension elle va dépendre de la charge. Maintenant, essayons de voir le principe d'onduleur de tension en pont. On a vu que vous avez K1, K2, K3 et K4 qui vont s'ouvrir et se fermer afin d'avoir une tension au bord de la charge qui va être alternative. Regardez ici, lorsque le K1 et le K3 sont fermés, la tension au bord de la charge, elle va être égale à US. Bien sûr, US va être égal à UE. US est égal à UE. Il va être positif, US max. Lorsque maintenant, le K2 et le K3 sont fermés, la tension au bord de la charge, US, va être égale à moins UE. On va mettre le T comme étant la période. Et pour avoir une alternance dans une période, il faut avoir le UE et le moins UE. Bien sûr, le T, c'est quoi? C'est 1 sur F. Ça veut dire, lorsqu'on veut avoir les 50 Hz, on va faire en sorte qu'avoir, bien sûr, une alternance, chaque, sur le T doit être égal à 1 sur 50. Je pense c'est 0,0. Bien sûr, 1 sur 50, ça va vous donner 0,02 secondes ou bien 2 millisecondes. Lorsque votre temps est égal à, bien sûr, 0,02 secondes, et ici c'est le T sur 2, c'est 0,01 secondes, vous devez avoir une tension de sortie, bien sûr, alternative à une fréquence de 50 Hz. Et comme ça, on peut avoir la tension alternative au bord de notre charge. Mais regardez, on ne va pas avoir une tension sinusoïdale, c'est une tension qui a une forme carrée. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le courant? Ça, c'est très important. Supposons que ça, c'est une résistance. La charge, supposons que votre charge, c'est une résistance. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Essayons de tracer ici le courant en rouge. Bien sûr, le courant, il va être comme ça. Lorsque la tension elle est positive, elle va être comme ça lorsque la tension elle est négative. Très bien. Maintenant, pour une charge qui est inductive, si vous avez une charge inductive, on sait que le courant ne suit pas la tension. Dans certains cas, vous allez avoir une tension qui est négative et un courant positif. D'accord? Et vous pouvez avoir une tension positive et le courant qui est négatif. Ça veut dire que ici, vous allez avoir charge, décharge, charge, décharge. Vos interrupteurs vont devoir permettre le passage du courant, même s'il est négatif, dans cette marche. Et ils vont permettre le passage du courant, même s'il est positif, dans cette marche. C'est ça la différence. Et pour cela, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des diodes antiparallèles. Alors, un onduleur monophasé de tension en pont nécessite des interrupteurs électroniques bidirectionnels et qui sont des diodes antiparallèles sur interrupteur unidirectionnel. Ça veut dire quoi? Supposons on a un interrupteur unidirectionnel, par exemple les IGBT. Ça, c'est un interrupteur unidirectionnel. Il va laisser passer le courant dans un sens. Mais puisque, dans certains cas, vous pouvez avoir un courant positif
pour une tension positive et un courant négatif pour une tension positive, vous devez avoir des diodes, ou bien on les appelle des diodes antiparallèles, afin de permettre, bien sûr on utilise, afin de permettre toujours la circulation de courant, et ça dans le cas des charges qui sont inductives. Alors on va voir les détails juste après. Essayons de voir la première phase. Regardez ici. Lorsque vous avez une charge inductive, le courant il va être de cette manière. On a vu comment obtenir les valeurs de tension. Bien sûr, ça, tout cela, c'est un interrupteur K1. Ça, c'est l'interrupteur K4. Ça, c'est l'interrupteur K2. Et ça, c'est l'interrupteur K3. Lorsque le K1 et le K3 sont fermés, la tension va être positive. Mais le courant, il va bien sûr changer de la valeur minimale vers une valeur maximale. Ça, c'est le chargement, on peut dire, c'est le chargement de la bobine. Ou bien l'emmagasination de l'énergie à l'intérieur de la bobine. Ce n'est pas vraiment la charge, on parle de la charge d'un condensateur. Alors, le courant pour une bobine, il va augmenter de cette façon. Très bien, regardez, il a une partie négative et une partie positive. Ça, c'est la direction du courant positif. Alors, quels sont les paramètres qui vont fonctionner ici? Vous avez une charge ou bien une tension positive et un courant négatif. Le courant, il va circuler de cette manière. Regardez. Ça, c'est le courant positif. Maintenant, ce sont les diodes D2 et la diode D4 qui vont conduire. Regardez la polarisation des diodes, ils sont inversés, ils vont permettre un courant qui circule dans ce sens. Ça, c'est le courant négatif. Mais la tension, elle va être, regardez, la tension, elle va être positive ici. Le UE est égal à US. Maintenant, lorsque le courant et la tension sont positifs, toujours, vous avez le K1 et le K3 qui sont conducteurs. Vous devez avoir, bien sûr, c'est l'interrupteur ou bien le H1 et le H3 qui vont conduire. En ce qui concerne maintenant la deuxième partie, c'est de l'intervalle T sur 2 jusqu'au T. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le K2 et le K3 qui vont conduire. Mais ici, regardez, vous avez une tension négative et un courant qui est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le D3 et le D1 qui vont conduire donc ici. D'accord? Et pour l'autre partie où vous allez avoir le courant négatif et la tension négative, c'est le H4 et le H2. De même, bien sûr, pour le reste de chronogramme. Si c'était une charge résistive, le courant, il va suivre la tension. Et dans ce cas, on n'aura pas besoin des diodes antiparallèles. Les diodes antiparallèles, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de continuer, ou bien c'est d'assurer la continuité du courant, même si la tension elle est positive, il va assurer la continuité du courant négatif, et si la tension est négative, il va assurer la continuité des courants qui sont positifs, tout simplement. Et c'est pour cela qu'on va utiliser des interrupteurs bidirectionnels. Ça, c'est un interrupteur unidirectionnel. En lui associant une diode antiparallèle, elle va être équivalent à un interrupteur bidirectionnel. C'est bidirectionnel en courant. Il laisse passer le courant positif et négatif. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici, afin de continuer le cours? Si vous avez des questions, s'il vous plaît. C'est bon? On peut continuer?
Alors, essayons de mettre tout ça en équation. Généralement, au début, lorsqu'on toute l'énergie emmagasinée au sein de la bombe est égale à 0, le courant, il va commencer de 0, augmenter, et maintenant diminuer, augmenter, diminuer, augmenter. Il va augmenter jusqu'à une valeur IS max, d'accord? Parce qu'au bord de la charge, vous avez la tension IS max, et il va diminuer, il va bien sûr s'annuler. Puisque vous allez avoir une tension qui est négative, il va continuer jusqu'au le courant IS max négatif. Et il va continuer, bien sûr, son alternance. Alors, de t est égal à 0 à t est égal à t sur 2, bien, de demi-période, vous avez le K1 et le K3 qui sont fermés. Et le K2 et le K4 qui sont ouverts. Si les 4 sont fermés, cela, c'est un court-circuit. Et on aura, bien sûr, afin de résoudre l'équation différentielle d'un circuit RL, vous allez avoir que l'US est égal à moins IS max exponentielle moins T sur τ, plus US max sur R, facteur de 1 moins l'exponentielle T sur τ, avec le τ, c'est L sur R, et ça, ce sont les équations, la résolution des équations différentielles. Et bien sûr, pour la période de T sur 2 jusqu'au T, vous allez avoir cette équation. Très bien. Alors, sachant que l'UIS de T sur 2 est égal à quoi? L'UIS de T sur 2 est égal à IS max, n'est-ce pas? Et le IS de T, ça c'est le T, est égal à quoi? Est égal à moins IS max. Ceci dit, on peut bien sûr avoir la valeur du IS max. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on sait que le IS de T sur 2 est égal à IS max. D'accord? Je vais remplacer ici je peux avoir soit dans cette équation remplacer la valeur de T par T sur 2. Qu'est-ce que je vais avoir? Lorsque je remplace la valeur de T par T sur 2, ça veut dire que le IS de T sur 2 est égal à IS max et le T vont être égal à T sur 2. Et comme ça, bien sûr, je peux avoir la valeur de IS max qui va être égale à IS max sur R, 1 moins exponentielle moins T sur 2 taux, sur 1 plus exponentielle moins T sur 2 taux. Tout simplement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la tangente hyperbolique. Si vous avez déjà vu la tangente hyperbolique, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Si vous avez cette forme, tout cela, vous pouvez l'écrire sous la forme de la tangente hyperbolique. Très bien. Et là, la tangente hyperbolique, c'était sur 2 taux. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse chez un onduleur? Généralement, un onduleur de tension, on a une source qui est dans un onduleur de tension, on a une source qui est continue et on veut avoir de l'alternative. Mais qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu ici un signal carré. Certes, il est alternatif, mais il est carré. Il est loin d'être sinusoïdal. Alors maintenant, comment le rendre sinusoïdal ou bien comment mesurer la qualité du signal de sortie? Tout simplement, on utilise, concernant la qualité du signal de sortie, on utilise la décomposition en série de Fourier de ce signal. Alors, si on veut faire la décomposition en série de Fourier, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est un rappel. Toute fonction réelle S de t, périodique de fréquence f,
peut s'écrire sous la forme d'une somme infinie de fonctions sinusoïdales. Et ça, c'est le S de t. On peut l'écrire sous une forme infinie des fonctions sinusoïdales, ou bien c'est la décomposition en série de Fourier. Avec les AN et les BN ici sont des réels et peuvent être calculés à partir d'expressions suivantes. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Un rappel, vous avez le A0, les AN et les BN. Les A0, c'est la valeur moyenne de signal. Le AN, c'est ça. On peut l'écrire en utilisant cette équation. Et les BN, on peut les calculer en utilisant cette équation. Alors, la constante A0 est appelée la composante continue. S'il y a une composante continue dans votre signal, le AN va être différent de 0. Ça veut dire quoi une composante continue? Supposons que ça, c'est notre signal sinusoïdal, par exemple. Regardez. Il y a un shift vers le haut. Ou bien, C est égal à quoi? À une tension continue plus une tension qui est alternative. La somme de ces deux va vous donner un signal alternatif, mais décalé en haut par cette valeur. Alors ça, on l'appelle, c'est la composante continue. Et lorsque vous allez faire la décomposition en série de Fourier, elle va apparaître en utilisant juste la valeur moyenne. Si votre signal ne contient pas de composante continue, sa valeur moyenne, bien sûr, la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, c'est nul. Ça veut dire que le A0 est égal à 0. S'il y a une composante continue, elle va être différente de 0. La fréquence F, on l'appelle la fréquence fondamentale. Par exemple, lorsque vous avez un signal sinusoïdal, sa fréquence, il a juste une fréquence fondamentale qui est égale à 50 Hz. Mais pour un signal carré, il y a la fréquence fondamentale, c'est cette fréquence-là, et les harmonies. Et vous avez la fréquence Fn est égale à NF qui correspond à l'harmonie de l'ordre n. Vous avez l'harmonie de l'ordre 2, 3, 4, 5. Ça, vous l'avez déjà vu dans le traitement de signal. Alors, la pulsation du fondamental, on peut l'écrire est égale à oméga 0, est égale à 2pi sur t, est égale à 2pi f. D'accord? Pour un signal sinusoïdal, sa pulsation, elle a juste une seule pulsation qui est égale à 50 Hz. Dans le cas d'un réseau électrique, la valeur moyenne pour un signal, par exemple sinusoïdal, elle est nulle, car le signal est symétrique. Bien sûr, la valeur le plus est égal à moins. Et dans notre signal aussi, on va avoir le plus est égal à moins, ou bien cet espace est égal à cet espace ici. Le AN, il s'agit bien sûr des coefficients impairs et les BN, ce sont les coefficients qui sont, bien sûr le AN c'est le coefficient pair et les BN ce sont les coefficients impairs. Par exemple, si vous avez un signal sinusoïdal comme celui-là, bien sûr, ici, vous allez avoir quoi? Le oméga 0 est égal à 2πf, c'est la fréquence de votre signal. Vous allez avoir le A0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que la valeur moyenne de votre signal, elle est nulle. Il ne contient pas une composante continue. Si votre signal, il est pair, ça veut dire que vous allez avoir les coefficients AN. Si votre signal, il est impair, vous allez avoir les coefficients qui sont BN. Maintenant, pour un signal sinusoïdal, il est comment? Il est impair. Impair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas symétrique par rapport à l'axe des Y. Ça veut dire le AN est égal à 0 et le BN il est différent de 0. Par exemple, si vous avez un autre signal comme ça, alors maintenant ça c'est un signal qui est pair.
Ça veut dire que les coefficients AN, ils sont différents de 0 et les coefficients BN, ils sont égaux à 0. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une fréquence fondamentale F. Ça, c'est pas un signal sinusoïdal pur, c'est un signal sinusoïdal plus plusieurs harmonies, bien riches en harmonies. Bien sûr, il est impair parce qu'il n'est pas symétrique par rapport à l'axe des Y. Ça veut dire le AN est égal à 0. Il n'a pas de composante continue, ça veut dire le A0 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer les coefficients impairs? On utilise cette équation. Bien sûr, on va la calculer pour une période. Pour 0 à t sur 2 est égal à E sinus n oméga t. Et pour le t sur 2 jusqu'au t, pour l'intervalle de t sur 2 jusqu'au t, c'est moins E sinus n oméga t dt. Tout cela va vous donner cette valeur pour les coefficients Bn. Maintenant, on vient ici et on le trace. On a trouvé que le Bn est égal à cette valeur. Et le n est égal à quoi? N est égal à 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Et on va pouvoir, bien sûr, tracer ces valeurs jusqu'à l'infini. Alors, si on veut tracer ces valeurs, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour le n est égal à 1, cela est l'équivalent de quoi? Cela est l'équivalent de la valeur, bien la fréquence fondamentale. Vous allez avoir une raie à la fréquence fondamentale avec une amplitude 4e sur p. Pour le 2, vous allez avoir est égal à 0. Alors, ici, faites n est égal à 2. Qu'est-ce que vous allez avoir? 1 moins 1 au carré. Ça vous donne 1 moins 1, c'est nul. Il va y avoir juste les fréquences ou bien les harmonies d'un ordre impair. Ça veut dire le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, etc. Et votre signal carré ici qu'on vient de calculer, il est riche en harmonies. C'est quoi les harmonies? Ce sont les raies qui apparaissent ou bien qui ont un ordre supérieur strictement à 1. Quels sont les ordres supérieurs strictement à 1? C'est le 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Alors, tout cela, ce sont des harmonies. Et ça, c'est le fondamental. Supposons, ici, on va utiliser un filtre passe-bas. Il va laisser passer les basses fréquences et on élimine les harmonies. Le signal carré, il va se transformer en une sinusoïde pure. Le signal carré, c'est le fondamental plus les harmonies. La sinusoïde pure, elle a juste le fondamental. Très bien. Alors, notre objectif, c'est d'avoir non pas un signal carré, mais un signal sinusoïdal. Bien sûr, on ne veut pas avoir un signal carré qui est riche en harmonies. Pourquoi? Parce que les harmonies, ils vont contribuer à la consommation de l'énergie réactive, chose qu'on ne veut pas souhaiter, ça veut dire la dégradation de votre facteur de puissance. Il peut causer, ou bien il peut perturber, dans le cas des variateurs de vitesse, votre machine. On veut avoir un signal qui est alternatif. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs solutions, qu'on va les voir juste après. Alors en général, on cherche à diminuer le plus possible l'amplitude des harmonies de rang faible. Pourquoi on veut diminuer les harmonies de rang faible? Qui sont les harmonies de rang faible? Ce sont ces harmonies ici. Pourquoi? Parce que les harmonies de rang élevé sont faciles à filtrer. Si vous avez des harmonies de l'ordre 9, etc., on peut utiliser ici un filtre passe-bas qui peut les éliminer. Mais un filtre passe-bas, il va contenir les harmonies de rang faible, d'accord? Qui génèrent des courants les plus importants. Notre objectif, c'est de faire quoi? C'est toujours s'assurer que
les harmonies de rang faible, ils sont nuls. Ainsi, lorsqu'on va utiliser un filtre passe-bas, on va éliminer les harmonies de rang haut et on va s'en tirer, ou bien tirer juste le fondamental, ou bien c'est le signal sinusoïdal. C'est pour cela qu'il existe bien sûr un paramètre qu'on peut utiliser pour voir la qualité de notre signal. Alors, la qualité de l'onde de tension obtenue, elle sera évaluée par Total Harmonic Distortion, ou bien le THD. Tout simplement, c'est égal à quoi le THD? Idéalement, il doit être égal à 0. Mais par exemple, ici, dans notre cas, ça, c'est le signal, ou bien le spectre qu'on a eu. Ça, c'est le spectre en puissance, en pourcent. Ça veut dire que le 100%, c'est le fondamental. Et on va voir le pourcentage des harmonies. Si on va avoir ici le pourcentage, ou bien la valeur x2 carré, bien sûr, c'est l'amplitude de l'harmonie de rang 2 au carré, plus l'amplitude de l'harmonie de rang 3 au carré, plus 2, 4 au carré, etc. sur le fondamental. Et on fait ce rapport, il va nous donner le taux harmonique distorsion. Dans le cas d'un signal carré, le temps harmonique distorsion, ou bien le THD, est égal, ou bien il est alors de 48%, chose qui est très mauvais, parce que l'idéal, c'est le 0%. C'est pour cela qu'il faut penser à d'autres façons de faire afin de diminuer le temps harmonique distorsion. Et pour cela, bien sûr, on ne va pas lire tout cela, je vais vous laisser par la suite. Et pour cela, on va utiliser la commande décalée. Non pas, on ne va pas avoir un signal carré comme on a eu, mais on va avoir un signal qui est décalé. Alors, le signal de sortie d'un onduleur à commande décalée peut être obtenu en décalant d'un angle est égal à 2 bêta. Vous avez ici le moins bêta et ici le plus bêta. Ça, c'est moins bêta, ça, c'est le plus bêta. Les commandes des deux bras d'un onduleur en point. Alors, la conséquence de ce décalage est l'annulation de la tension entre moins bêta jusqu'au bêta et entre pi moins bêta jusqu'au pi plus bêta. Sa décomposition en série de Fourier, elle va mettre en évidence la présence du fondamental et des harmonies impaires. Bien sûr, comment peut-on avoir tout cela? On va commander les interrupteurs K1, K2, K3 et K4 autrement, de façon à ce que de 0 à tau, c'est pour le signal, bien sûr. Ici, le bêta, c'est quoi? C'est oméga tau. Lorsque votre axe ici, c'est le temps, on parle de tau. Lorsque l'axe ici, c'est le θ, on parle de bêta. Alors, essayons de voir. Maintenant, de 0 à bêta, d'accord? Qu'est-ce que vous allez avoir? Une tension qui est nulle. Vous allez avoir le K1 et le K4 qui vont être fermés. On parle ici de la première phase de roue libre. Une roue libre, ça veut dire que qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la décharge, bien sûr, de la bouée sur elle-même. Ou bien la tension au bord de la charge va être égale à 0. Vous allez avoir le K1 et le K3 qui sont fermés. Mais regardez, pour un courant négatif, vous allez avoir le D2 et le D3, D4 qui vont être passantes. Et lorsque vous allez avoir la tension positive et le courant positif, c'est le H1 et le H3 qui vont conduire. On entre maintenant dans la deuxième phase de roulure où la tension au bord de la charge elle est nulle. Maintenant, vous allez avoir juste le K2 et le K3 qui vont être passantes. Et le D1 et le H3 vont jouer le rôle de la deuxième roulure. Ainsi, vous allez avoir le K2 et le K4 qui vont conduire.
Regardez ici, une tension négative pour un courant positif, ça veut dire c'est le D3 et le D1 qui vont prendre le relais. Et lorsque les deux sont négatifs, c'est le H4 et le H2 qui vont conduire. En général, on va pouvoir, bien sûr, calculer aussi la décomposition série de Fourier de la commande décalée. Ainsi, on va évaluer le THD, bien le taux harmonique distorsion. Déjà, on peut calculer la valeur efficace. La valeur efficace de ceci est égale à quoi? Bien sûr, on sait que la valeur efficace au carré est égale à 1 sur P. Le Pi, c'est la période. Normalement, ça va être 1 sur 2 pi. D'accord? Bien sûr, 1 sur t. L'intégrale de 0 à t, etc. Et puisque cette marge est égale à cette marge, au carré, c'est positif, on peut bien sûr se limiter de 1 sur p de bêta jusqu'au pi. Mais si on veut calculer ou bien exécuter la fonction, ou bien l'équation, vous avez la valeur efficace est égale à 1 sur t, la valeur efficace au carré, l'intégrale de 0 à t, de u de t carré d de t. Au final, vous allez avoir la valeur efficace, normalement ici c'est de 0 jusqu'au 2π. Vous allez avoir que la valeur efficace est égale à US max, la racine de 1 moins 2 bêta sur le pi. Alors, en réglant donc le taux, ou bien le bêta, parce qu'on a dit que le bêta est égal à oméga taux, il est possible de régler la valeur efficace de la tension au moment de la charge. Très bien. Alors maintenant, essayons de voir le THD. Ici, la commande décalée va permettre à augmenter ou bien à diminuer le THD. Lorsque le THD va diminuer, ça veut dire on est plus proche de 0, ça veut dire que la qualité de signal, elle est plutôt sinusoïdale. Et ça, on peut l'apercevoir sur le courant. Le courant, on peut voir qu'il est à peu près sinusoïdal, mais il va y avoir plusieurs harmonies là-dessus. Maintenant, en fonction de bêta, regardez ici, en fonction de bêta, bêta c'est l'angle de retard de votre signal, c'est celui-là. Ça c'est le bêta. Ça c'est pour avoir la commande décalée. C'est l'angle de décalage du signal. Si bêta est égal à 0, bien sûr on va avoir un signal qui est carré. Si bêta est différent de 0, c'est selon le bêta, on va avoir ici quoi? L'amplitude des harmonies. D'accord? Pour le fondamental, c'est 1. Pour l'harmonie numéro 3, c'est en vert. L'harmonie numéro 5, c'est en rouge, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Regardez. Ici je vais avoir ici un autre stylo. Pour différents angles de bêta, on peut voir quand est-ce que, ou bien pour quelle valeur de bêta, on va avoir le minimum, bien sûr, des valeurs des harmonies. Regardez ici. L'harmonie numéro 3, c'est en vert. L'harmonie numéro 5, c'est en rouge. L'harmonie numéro 7, c'est en jaune. Et l'harmonie numéro 9, c'est en gris. Et ici, on peut voir que quand est-ce qu'on va avoir la faible amplitude des harmonies? Ça, c'est l'amplitude des harmonies. Bien sûr, c'est quoi l'amplitude? Si vous vous rappelez du schéma, on a montré les raies comme ça. Ça, c'est l'amplitude. Bien sûr, les amplitudes, ils vont changer selon le bêta. Regardez, lorsque le bêta est égal à 0,
vous allez avoir l'amplitude de E, c'est ça. L'amplitude de troisième harmonie, c'est ça. L'amplitude de cinquième harmonie, c'est ça. Septième harmonie et neuvième harmonie. Maintenant, la valeur optimale de bêta pour avoir le minimum des harmonies, c'est là. Regarde. Ici, regardez l'amplitude de tous les harmonies. C'est que là, ils ne vont pas dépasser cette valeur. C'est le point où vous allez avoir l'amplitude la plus faible des harmonies. Et cette valeur, ou bien ce point ici, est à peu près égal à quoi? Est à peu près égal à 23 degrés. Alors, le THD dépend de l'angle de commande de bêta. Comme le montre la courbe, ici, sa valeur minimale, elle est alors de 29%. D'accord? Ça, c'était bien sûr le bêta en fonction des amplitudes des harmonies. Et ça, c'est le THD en fonction de bêta. Alors, regardez comment le THD va fonctionner. On a déjà vu que pour un signal carré, on avait un mauvais THD de 48%. Le signal carré, ça veut dire que le bêta est égal à 0. Alors, regardez ici bien que lorsque le bêta est égal à 0, vous allez avoir 48% dans le THD. C'est comme si vous allez avoir un signal carré. C'est la commande non décalée. Mais maintenant, pour quelle valeur de bêta vous allez avoir la valeur optimale? C'est lorsque le bêta va être égal à 23%, vous allez avoir le minimum de THD. C'est le minimum que vous pouvez avoir en utilisant la commande décalée. Très bien. Alors, essayons de voir ici un exemple, ou bien l'étude de spectre d'un signal. Alors, analysons le spectre de la tension de source UC de T et du courant I de T pour un décalage de alpha est égal à 60. Très bien. Alors, dans certains livres, vous allez trouver le alpha est égal à 60, mais en général, le bêta est égal à alpha sur 2. D'accord? Alors, lorsque le alpha est égal à 60, ça veut dire que le bêta est égal à 30. Alors, regardez ici bien. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le alpha est égal à 30? Alors, on vient ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Lorsque le alpha ou le bêta est égal à 30, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas le rang 3. Regardez. Ça, c'est l'harmonie numéro 3. L'harmonie numéro 3, elle est nulle ici. Vous allez avoir le fondamental, c'est 50. D'accord? L'harmonie de l'ordre 3, c'est 50 fois 3. Ça va vous donner 150. À 150, vous n'allez pas avoir d'harmonie. L'harmonie suivante, c'est quoi? C'est 5. C'est 50 fois 5. Ça vous donne combien? C'est 25. Ou bien 250. Vous allez avoir le 250. Vous allez avoir l'harmonie 7. Regardez ici, on a annulé l'harmonie de l'ordre de 3. Ainsi, si on veut utiliser un filtre passe-bas, on peut, au lieu d'avoir le signal qui est en vert, on peut avoir bien sûr le signal qui est en rouge, qui est le fondamental. De même pour la valeur du courant. Qu'est-ce qui se passe au niveau du courant? C'est juste l'amplitude qui va diminuer. Parce que c'est quoi la relation entre le courant et la tension? V est égal à quoi? V est égal à I fois Z. Bien sûr, en complexe. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de la commande décalée? Bien sûr, vous avez la tension de blocage de chaque interrupteur est égale à la tension maximale aux bornes de la charge. Et cette structure permet l'élimination des harmonies avec d'autres types de commandes avancées qu'on va voir, le MLI. Bien sûr, la commande décalée, lorsque le bêta est égal à 30, on a vu qu'on a éliminé l'harmonie de l'ordre 3. Il existe aussi un autre type de commande qu'on les appelle les MLI, qui permettent d'éliminer bien sûr les harmonies de rang faible afin d'utiliser un filtre passe-bas. Toujours, on utilise un filtre passe-bas
juste après la sortie de votre onduleur, afin d'avoir juste la composante fondamentale qui est une pure sinusoïde. Alors l'inconvénient de la commande décalée, c'est qu'elle nécessite 4 interrupteurs. Chacun va être commandé à part. La charge est alimentée à travers 2 interrupteurs en série, ce qui crée une chute de tension. Alors le problème d'harmonie, bien sûr, il est toujours là. L'onduleur plein onde à commande décalée présente une tension de sortie de forme rectangulaire. Dans le THD, le taux distorsion harmonie est désastreux. Ceci entraîne une pollution harmonique sur le réseau, une surconsommation, ainsi qu'un mauvais fonctionnement pour certaines charges, par exemple si vous avez machine synchrone ou bien machine asynchrone. Alors, il s'agit de résoudre ce problème en supprimant les harmonies de tension ou de courant. Une première solution consiste à utiliser un filtre passe-bas de type RL ou filtre actif plus perfectionné, ou bien un filtre passe-bande. Cette solution n'est pas toujours satisfaisante, et afin d'éviter l'emploi d'un filtre encombrant, il existe une technique bien sûr très sophistiquée qui va permettre d'obtenir un courant de forme sinusoïdale dans la charge, ce qu'on appelle la modulation à largeur d'impulsion. C'est quoi maintenant la modulation à largeur d'impulsion? Au lieu d'avoir un signal carré, comme ça, bien sûr commande plein onde, ou bien commande décalée, comme ça, d'accord? Au lieu d'avoir ces deux, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'onduleur Émile. C'est quoi l'onduleur Émile? Il a deux types, bien sûr, de façon pour créer l'onduleur Émile. Vous allez soit avoir la modulation calculée, soit la modulation en temps réel. Ça, on va le voir. Alors, les onduleurs à modulation de largeur d'impulsion, on les appelle en français les Émile. En français, c'est PWM, Pulse Width Modulation, sont de loin les plus performants. Ce sont les onduleurs les plus performants. Alors, on montre qu'il est possible, en calculant soigneusement les angles de commutation, ce sont les bêta 1, les bêta 2, les bêta 3, etc. Alors, en calculant soigneusement les angles de commutation, on peut annuler complètement les harmonies. On a vu que lorsque le bêta est égal à 30 dans le cas de la commande décalée, le rang numéro 3, ou bien l'harmonie numéro 3, est égal à 0. Ainsi que, si on calcule soigneusement les différents angles, pour une période, ça c'est une période, regardez bien, tout cela c'est une période, c'est de 0 jusqu'au 360, ou bien jusqu'au 2π. Regardez, vous avez plusieurs impulsions de la période, et vous avez plusieurs valeurs de bêta, ici. Si on les calcule soigneusement, on peut annuler les harmonies de rang faible, mais on ne peut pas avoir des harmonies qui sont nulles, mais juste les harmonies de rang faible qui vont être nulles. Alors cela est assuré dans les onduleurs industriels par un système à microprocesseur. C'est lui qui va calculer bien sûr ces intervalles, dans lesquels sont mises en mémoire les valeurs des angles de commutation. Alors on peut aussi résoudre, ainsi on peut résoudre de façon significative le taux de distorsion harmonique qui va être bien sûr plus faible. Alors regardez ici, avec seulement 3 commutations par quart de période, comme on voit ici, on peut annuler complètement les harmonies de rang 3 et de rang 5. Parce que quelles sont les harmonies qui existent pour un signal carré? Ce sont le 3, le 5, le 7, juste les harmonies qui sont impaires. Alors, si on utilise le bêta est égal 23 degrés et le bêta 2 est égal 33 degrés, on peut ici éliminer le rang 3 et le rang 5, ce qui le rend très sophistiqué. Alors, le calcul de ces angles, il est assuré ici en utilisant un microprocesseur. On peut avoir, bien sûr, la modulation en temps réel.
la modulation en temps réel a besoin de deux choses. Alors, regardez ici. On peut aussi réduire les amplitudes des harmonies de rang faible en générant le signal Emily par comparaison d'un signal triangulaire, qu'on l'appelle la porteuse, avec une onde sinusoïdale appelée la modulante ou bien la référence. Alors, vous allez avoir votre référence. C'est un signal. Bien sûr, tout cela, qu'est-ce qu'il va commander? Il va commander les interrupteurs. Vous allez avoir un signal sinusoïdal, qu'on l'appelle la modulante ou bien la référence, et une porteuse, un signal porteuse qui est un signal triangulaire. Bien sûr, on va les comparer. Regardez. Regardez ici par exemple, dans les intersections des deux signaux. Lorsque la porteuse elle est supérieure, bien sûr, lorsque la porteuse elle est supérieure à votre modulatrice, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins E. Si l'inverse, vous allez avoir le E. Ça veut dire on va avoir un comparateur ici. Dans la borne plus, vous allez avoir votre modulante ou bien la référence. C'est alors comment agir, bien comment avoir la fréquence désirée à la sortie, c'est en réglant la fréquence de la modulante. Très bien. Et vous allez avoir la porteuse ici qui est un signal triangulaire. On va les insérer dans un comparateur. Si bien sûr la modulante elle est supérieure à la porteuse, vous allez avoir ici E. S'il est inférieur, vous allez avoir le moins E. Ainsi, regardez la sortie, c'est le signal carré que vous avez ici, qu'on l'appelle la modulation en temps réel. Bien sûr, il va entrer dans une interface afin de commander juste les interrupteurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que le spectre est très riche en harmonie, mais dans les hautes fréquences, vraiment dans les hautes fréquences. Bien sûr, mais qu'en revanche, les harmonies basse fréquence sont très faibles. Il est facile, par un simple filtrage passe-bas, d'éliminer les harmonies de haute fréquence. Regardez ici, c'est comme si vous avez la modulation. Quelles sont les harmonies qui vont exister? Ce sont juste les harmonies qui sont autour de la fréquence porteuse. C'est quoi la porteuse? La porteuse, c'est le signal triangulaire. Ainsi, en augmentant, bien sûr, en augmentant la fréquence de la porteuse, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décaler les harmonies vers les hautes fréquences. Ainsi, en utilisant un filtre passe-bas, juste un simple filtre passe-bas, il peut faire l'affaire d'éliminer, bien sûr, toutes les harmonies qui existent. Les figures suivantes montrent l'influence du rapport entre la fréquence de la porteuse c'est le signal triangulaire, et la fréquence de la modulante, c'est le signal sinusoïdal de référence, sur la forme de courant et à la sortie de l'ondulure Emily. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Que si le rapport fréquence de porteuse sur la fréquence modulante est faible, regardez ici le signal ou bien le courant de sortie, il est loin d'être sinusoïdal. Mais si ce rapport, bien sûr, la fréquence porteuse sur la fréquence modulante, il est élevé, regardez, on est plus proche à une sinusoïde. Ça veut dire en augmentant le signal de porteuse, bien la fréquence de porteuse. Par exemple, si je veux ici un signal de 50 Hz à la sortie, ça veut dire je vais régler ma sinusoïde à ce que le FM est égal à 50 et je vais utiliser une fréquence de porteuse qui est très grande. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Les harmonies ils vont être décalées vers la droite, ça veut dire vers les hautes fréquences. Ainsi, lorsque j'ai utilisé un filtre passe-bas, je vais avoir un bon filtrage.
et regardez la forme de courant de sortie que je vais avoir. Très bien. Alors, les formes d'onde des signaux en sortie d'un onduleur en modulation de largeur d'impulsion peuvent être bipolaires, plein onde ou bien unipolaires. Ça, c'est bipolaire, ça veut dire plein onde, positive et négative, ou bien unipolaire, demi-onde, figure à droite, ici. Alors, pour varier l'amplitude ou la fréquence des fondamentales, il suffit de varier celle de l'onde modulante, comme on a vu lorsqu'on veut avoir juste 50 Hz. Le signal, bien sûr, de modulant doit avoir le 50 Hz. Alors, la commande Emily peut permettre à un onduleur de demi-pan de varier la valeur efficace de sa tension de sortie sans agir sur la source de tension continue. Pour celle-là, en demi-pan. D'accord? La forme d'onde de cette dernière sera bipolaire. Un onduleur en pan peut fournir une onde bipolaire ou unipolaire, bien sûr. Et bien sûr, il existe les onduleurs triphasés. Alors, on ne va pas les détailler ici. Vous avez déjà le chronogramme ainsi le schéma. Alors, pour un onduleur triphasé, vous avez les figures suivantes montrent le schéma d'un onduleur de tension triphasé et les formes d'onde et tension de sortie pour une commande plein onde. Une commande plein onde, ça veut dire positif et négatif. Vous allez avoir une source de tension. Vous aurez besoin de combien d'interrupteurs? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 interrupteurs. Et chaque interrupteur, ou bien chaque commande, ils vont être, chaque interrupteur ici, il va être constitué par quoi? Par un interrupteur unidirectionnel en parallèle, une diode antiparallèle, pour qu'il forme un interrupteur bidirectionnel. Et vous avez ici la commande de chaque interrupteur. Ça, c'est le K1, K1', K2, K2', K3 et K3'. Et ça, ce sont les intervalles de commande de chaque interrupteur. Et vous avez une seule source d'entrée. Qu'est-ce que vous allez avoir par la suite? Vous allez avoir, bien sûr, une tension qui est triphasée. Constituée de quoi? Des tensions simples qui sont le V1, le V2 et le V3, décalées de 120 degrés, et des tensions composées qui sont U12, U23 et U3. Alors ça, c'est le U32, 23, U12 et U3. Ça, c'est le V1, le V2 et le V3. Et comme ça, vous pouvez bien sûr, en suivant juste ces valeurs ici, bien sûr, selon la commande que vous entrez pour ces interrupteurs, vous pouvez avoir la tension, bien sûr, de sortie triphasée. Et comme ça, on va arrêter notre cours. On a terminé le cours. Je vous laisse, bien sûr, voir ça par la suite. Ça va être envoyé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.